L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, c'est le thème du second synode africain qui s'achève ces jours-ci à Rome. Thème particulièrement pertinent en Ouganda, notre destination cette semaine. Pays de la région des Grands Lacs, meurtri par 20 ans de guerre civile sur fond de tensions religieuses. Comment l'Église catholique mène-t-elle sa mission de justice et de paix dans ce pays majoritairement catholique? Par ailleurs, côté bonne nouvelle, l'Ouganda est le seul pays africain à avoir fait reculer le fléau du sida et grâce à une politique inspirée par l'Église. Décryptage avec un spécialiste des conflits et de la paix dans la région des Grands Lacs, Cyril Musiela. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Comme d'habitude, on va tout de suite partir à la découverte du paysage religieux en Ouganda sur fond de guerre civile et de conflits. Explication en images, Sybille Delettre. L'Ouganda, comme la plupart des pays d'Afrique centrale, est un pays majoritairement chrétien. Au total, plus de 85% de la population. La plupart sont des catholiques latins, 45% au total. Dans ce pays, les liens entre politique et religion sont ténus. La Constitution reconnaît la liberté religieuse, mais depuis plus de 20 ans, l'Ouganda est secoué par une guerre civile menée par l'armée de résistance du Seigneur contre l'armée et le gouvernement en place de Museveni. Menés par Joseph Kony, ces rebelles veulent installer un système théocratique basé sur les 10 commandements de la Bible. Mais pour cela, ils ont tué plus de 100 000 civils et surtout provoqué le déplacement de 2 millions d'Ougandais, réfugiés dans des camps de fortune. En février 2008, un cessez-le-feu a été signé avec le gouvernement, mais l'armée de résistance du Seigneur s'est installée dans le Sud-Soudan, en RDC et en Centrafrique, élargissant le conflit. Cyril Musiela, une guerre qui officiellement est terminée, pourtant des combats se poursuivent. Pourtant des combats se poursuivent effectivement parce que la LRA et Joseph Kony n'ont jamais déposé les armes. Donc les rebelles. Les rebelles, exactement, n'ont jamais déposé les armes. Et au contraire, se sont réfugiés, se sont éparpillés, donc sont sortis de l'Ouganda, se sont éparpillés au Sud-Soudan, au nord-est de la RDC, la République démocratique du Congo, et en Centrafrique. Dans les 3 pays limitrophes, effectivement. Ce qui fait qu'en fait, ils ont déplacé le conflit et l'ont régionalisé, avec bien sûr des interventions récentes que l'Ouganda, le Soudan, et le Sud-Soudan et la RDC ont mené contre la LRA, éparpillant davantage ses forces et les rendant plus néfastes encore qu'auparavant, effectivement. Est-ce qu'on peut encore parler de guerre civile en Ouganda, simplement, cette fois ? On peut encore en parler, parce qu'effectivement, bien que la LRA n'ait plus d'assises, n'ait plus de fief à proprement parler, elle reste une menace. Par rapport à l'Ouganda, parce qu'elle vient recruter essentiellement là-dedans, vient kidnapper les enfants en Ouganda et en fait ces combattants, ces esclaves sexuels, ces esclaves simplement pour le partage. On va en reparler, mais un mot sur cette armée de résistance du Seigneur. Ce sont quoi, des fanatiques chrétiens ? C'est des fanatiques chrétiens autour de ce personnage de Joseph Kony. Joseph Kony qui en fait se présente parfois comme une sorte d'illuminé spirituel, avec une philosophie qu'il entretient, qui est une philosophie paternaliste. Ce qu'il dit en général, c'est de dire que les enfants, je les protège. Et je me présente à eux comme leur protecteur, d'où le fait que l'essentiel de son armée est constitué des enfants soldats. Et aujourd'hui, 20 ans après, parce que cette rébellion existe depuis 88, plus de 20 ans après, ces enfants ont produit d'autres enfants au sein de la guerre. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants soldats qui sont devenus adultes et qui ont eu des enfants et qui continuent à perpétuer le système LRA dès l'intérieur, avec bien sûr ces recrutements forcés, aussi bien en Ouganda
qu'au Soudan qu'en RDC. Alors on va voir, le prochain reportage, ça sera un reportage sur ces enfants soldats. Mais quelles sont les revendications de cette armée, de ce rebelle, de ces rebelles? C'est quoi la justification de ces combats? La justification, c'est tout simplement renverser le président Museveni du pouvoir. Voilà. Et installer à la place un pouvoir théocratique, basé sur les 10 commandements. C'est quand même étonnant. Et sur la Bible. Effectivement, c'est ce qui étonne. Mais ça Lui est protestant. Il est protestant, il utilise la Bible. Il se dit protestant. C'est dit protestant, en tout cas il utilise la Bible et les 10 commandements il les connaît très très bien. En plus c'est un pratiquant, mais en fait versé on peut dire, dans l'extrémisme. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre civile, elle est quelque part un peu religieuse? On peut le dire, effectivement. On peut le dire parce Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Parce qu'en fait, son argument de base, c'est la Bible, c'est la théocratie, si on peut le dire comme ça, et c'est les 10 commandements. Dans sa rhétorique, Joseph Kony dit que Museveni, en fait, n'est pas un religieux, sa politique n'est pas religieuse. Bref, il faut le renverser et mettre à la place un pouvoir qui se réfère à la Bible, qui se réfère à la religion. Je parlais du thème de ce second synode africain qui va s'achever prochainement à Rome. L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Dans ce contexte de guerre civile, on est au cœur de la problématique. Qu'a fait l'Église pour calmer les tensions en Ouganda et que fait-elle encore aujourd'hui? L'Église a été très présente en Ouganda et dans la région de Grand Lac essentiellement. Comme une région sulfureuse, il faut le rappeler. Très sulfureuse, qui reste encore à part la Somalie, en tout cas une région où la paix est encore une denrée très chère, très rare, elle est très recherchée. Malgré tous les efforts effectivement déployés par différentes forces et surtout l'Église catholique, très présente autour des conférences épiscopales, régulièrement, cette conférence épiscopale régionale de l'Afrique centrale et dans la région de Grand Lac s'est réunie et exerce beaucoup de pression autour du pouvoir, des pouvoirs des 3-4 pays concernés, pour admettre beaucoup de revendications à caractère social et de réconciliation et de paix. Vous savez, chaque pays a sa rébellion dans cette région et avec des revendications parfois bonnes, mais souvent exagérées, et qui fait que en permanence, il y a cette intervention de l'Église comme une sorte d'arbitre pour réconcilier le point de vue, pour promouvoir en fait une idée de fraternité. Et ça fonctionne, elle est écoutée, l'Église? Elle est écoutée, mais surtout parce qu'elle est d'abord un acteur social très important. En termes d'éducation, on le verra peut-être un peu plus tard dans l'émission, les réseaux sociaux, les réseaux éducatifs de l'Église, pour promouvoir aussi bien la paix, la réconciliation, mais un message de fraternité et en gros peser sur les pouvoirs politiques de la région. Mais bon, elles font ce qu'elles peuvent faire, les églises. Il existe un centre intéressant à Kampala, le centre Jean-Paul II, le moteur de nombreuses initiatives pour la formation d'une culture de justice et de paix, justement. Vous connaissez ce centre? Tout à fait, oui. Et quelle est sa mission? Est-ce que c'est juste une vitrine ou il y a vraiment quelque chose qui se passe à travers ce centre Jean-Paul II en Ouganda? Et quelque chose se passe réellement. Hein, c'est ce que je disais d'abord, c'est d'abord un centre de formation et d'information. Voilà, c'est important, ça, l'information. L'information. Et l'église de l'Ouganda, les églises des Grands Lacs ont pris beaucoup cette dimension à cœur, de pouvoir informer et de pouvoir former, en fait, en misant sur la jeunesse. Et je pense que c'est un pari qui est porteur, qui peut être gagnant à long terme si on l'appuie. Alors, il y a eu d'autres événements récents qui n'ont rien à voir avec cette guerre civile, des pillages, des émeutes, des barricades, au moins une vingtaine de morts dans les rues de la capitale Kampala. C'était à la mi-septembre, après plusieurs jours d'émeutes. Est-ce que ça vous inquiète et d'où viennent ces violences en quelques mots? C'est inquiétant parce qu'en fait, jusqu'à présent, les souches de conflits, les souches de guerre étaient beaucoup plus
provinciale, on peut dire, plutôt rurale. La LRA ou les autres groupes armés, plutôt à la campagne. Et cette fois, ça s'est passé en pleine ville, en pleine émeute, avec des citadins impliqués là-dedans. C'est très inquiétant parce qu'en gros, ça veut dire que dans la région de Grand Lac en général, c'est autour des villes qu'on trouve un minimum de sécurité. Les campagnes se vident et les populations se concentrent autour de la ville pour chercher un semblant de sécurité qui plus ou moins marche. Si l'insécurité s'installe dans la ville, c'est encore plus inquiétant. Ça veut dire en gros il n'y a plus de refuge pour les civils qui sont pas armés, qui n'ont pas d'autres moyens de protection que leur propre vie, entre guillemets. Et là le motif est différent, c'est une histoire de chef de guerre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est différent. Exactement, c'est des anciens chefs de guerre ou des empires qui veulent rétablir de souveraineté qu'ils revendiquent, ainsi de suite, mais toujours contre le pouvoir en place. Alors, on l'a déjà évoqué, outre les dizaines de milliers de morts et le 1,5 million de personnes déplacées, autre conséquence dramatique de la guerre civile en Ouganda, le kidnapping d'au moins 20 000 enfants qui sont devenus des soldats. C'est le drame des enfants soldats. Regardez. Depuis le début de la guerre civile, la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, recrute des enfants pour servir sur les fronts. On dit d'ailleurs souvent qu'en Ouganda, les enfants savent manier une arme avant même de savoir lire. Ces enfants, parfois âgés de tout juste 8 ans, garçons ou filles, sont le plus souvent enlevés lors de raids dans les villages. Je suis restée en captivité pendant 7 mois pour être enrôlée comme soldat. J'ai été donnée comme épouse à un commando, mais j'ai fini par m'échapper du Soudan. Je suis retournée en Ouganda. Là, j'ai réuni de l'argent pour aller à l'école. Aujourd'hui, je fais un master en développement international. Brutalisés, torturés, les enfants soldats vivent dans un état de peur constante. Les garçons sont envoyés au front, se livrent au pillage, incendient des villages entiers et sont souvent contraints de tuer des civils parfois à peine plus âgés qu'eux. Quant aux filles, elles sont souvent utilisées comme esclaves sexuelles, violées et torturées régulièrement. Dans les villages parfois isolés, les enfants vivent donc dans la crainte permanente de se faire enlever par les soldats de la LRA pour être enrôlés dans leur armée rebelle. Ces navetteurs de nuit, comme on les surnomme, seraient environ 40 000 à se réfugier chaque soir dans les grandes villes pour chercher un peu de sécurité. Ils doivent marcher chaque soir, parfois plus de 3 kilomètres, pour s'enfuir de leur maison, fuir leurs parents et trouver un endroit sûr, parce que sinon ils sont recrutés par les rebelles. Cette situation est accablante, déchirante, de voir ces enfants affamés qui dorment à même le sol, dans le froid alors qu'il pleut parfois. Comme les sœurs de la congrégation du Sacré-Cœur, de nombreux centres et organismes chrétiens ou laïcs mettent en place des programmes dits DDR pour désarmer, démobiliser et réinsérer ces enfants. Cyril Mussila, je parlais de 20 000 enfants, mais ça c'est qu'une approximation. Est-ce qu'on a une idée du chiffre ? Vraiment, le chiffre de 20 000 est beaucoup plus est très approximatif. Je pense que ça peut être beaucoup plus. Ça devait être beaucoup plus parce que personne ne va les compter où ils sont kidnappés, ainsi de suite. C'est des estimations. Sans prendre en considération des enfants qui viennent par exemple du Sud-Soudan, qui sont aussi recrutés par les groupes armés, sans prendre en compte ceux qui sont recrutés en RDC ou en Centrafrique. Et parfois, on suspecte aussi le gouvernement de recruter aussi des enfants soldats. Notamment, également. Exactement, oui. Notamment pour protéger les camps des déplacés, pour assurer la sécurité, ce qu'on appelle le local defense, c'est-à-dire la défense locale, de proximité, où beaucoup d'enfants sont impliqués. Ce qui veut en gros dire que le chiffre de 20 000 est beaucoup plus, à mon avis, symbolique. Ça devait être plus que ça. En tout cas, l'ampleur du phénomène est énorme, en Ouganda en particulier. Il est énorme en Ouganda et le reportage le dit très très bien. Sœur Rosemary, que j'ai plusieurs fois rencontrée, elle a encore un peu plus tendre en parlant de 3 km. En fait, le phénomène est très impressionnant parce qu'en gros, dans les villages éloignés, dans les campagnes, tous les jours on observe ce mouvement. Le soir, des groupes des enfants, parfois accompagnés mais souvent seuls, allant vers le centre-ville, la ville la plus proche,
pour y chercher une sécurité. Et le lendemain matin, repartant très très tôt vers leur village pour essayer de retrouver une activité, travailler au champ, accompagner les parents, ainsi de suite. Donc, en gros, on a ces phénomènes qui est déstabilisant pour des enfants. Ce qui est très très impressionnant. Et en plus, ce n'est pas fini. Donc, il faut en plus, s'ils sont recrutés, c'est toute la vie d'adultes qu'ils ne sont pas, qu'ils doivent mener. C'est-à-dire, on le dit dans le reportage, c'est aller au front, c'est vraiment aller au combat et se faire tuer. Là, encore une fois, hein, justice, réconciliation, paix. L'Église, qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle leur rapporte? L'Église a un discours très, très, très simple. C'est de dire, j'accueille ces enfants. Et je fais en sorte que je puisse préserver leur intégrité. Alors, ça veut dire un accueil, pas seulement un accueil verbal, mais c'est des structures aussi que l'Église essaie de mettre en place. Accueil des enfants, ces enfants-là qui sont des migrants de nuit, comme on les appelle, en fait, qui sont accueillis dans des structures liées à l'Église, des écoles notamment, des centres hospitaliers, et ainsi de suite. Et après, peuvent être intégrés, insérés dans une structure d'éducation, de formation. Pour que définitivement le phénomène puisse être reculé, voilà. puisse vraiment être résolvé. Et c'est cette idée aussi de réconciliation pour la personne, pour l'enfant, pour guérir en fait. Hein. C'est très très important, effectivement. Qu'est-ce qu'elle dit l'Église là? Comment elle agit? L'Église a un discours très très simple, c'est de présenter d'abord les enfants comme victimes. Bien qu'ayant pris des armes, bien qu'ayant tué d'autres enfants, c'est d'abord des victimes. C'est-à-dire, ils ont été kidnappés. On les a privés de leur enfance, de leur famille, de leurs relations, d'une vie normale d'enfant, d'un enfant qui puisse jouer normalement. Et d'abord, de reconnaître ça, que d'abord, c'est des victimes. Et qu'en tant que victimes, ils ont besoin, ces enfants, d'être accueillis, pardonnés par la société et rééduqués par la société. Oui, très important. Ouais. Et donc, mettre en place des programmes, des projets à la mesure de leurs moyens pour pouvoir réhabiliter, en fait, reconstruire l'avenir de ces enfants et leur sortir de l'engrenage. Hein. Vous-même, vous avez une association qui s'occupe des enfants soldats. Tout à fait. On a mis en place une association depuis 1 an et demi, 2 ans. ECI, Euro Coopération Ingénierie, avec aussi bien des Français que des Africains, dans l'idée de prendre en charge la dimension plutôt réinsertion. C'est très très important. On parle de DDR, démobilisation, désarmement, mais la dimension réinsertion est très très importante parce qu'il ne suffit pas de prendre la Kalachnikov à un enfant, de lui donner $100 en contrepartie. Ça suffit, maintenant c'est terminé. C'est terminé. Le lendemain, le gosse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de revendre, enfin, c'est de racheter une arme ou ainsi de suite. Donc il retourne au cycle. Et l'association essaie d'accompagner un peu toutes ces dynamiques locales, aussi bien par l'Église que par les ONG, de dire on forme, on éduque, on forme à des métiers, mais surtout on intègre dans une dynamique globale de développement. D'accord. C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la sous-éducation qui sont à la base de beaucoup de phénomènes, notamment autour des enfants soldats. Donc on essaie de briser cette chaîne, mais en appui avec d'autres initiatives. Alors on évoquait de grandes souffrances, hein, c'est très grave souffrances, mais en Ouganda il y a aussi de grandes victoires, notamment sur le terrain de la lutte contre le sida. En moins de 20 ans, le taux de personnes contaminées par le virus a été divisé par 3 en Ouganda, grâce à une politique publique qui s'appuie sur ce que promeut l'Église en la matière. Regardez. Le pape a tenu à apporter son soutien en 2008 à la lutte que mène l'Ouganda contre le sida. Malgré son extrême pauvreté, le pays est le champion incontestable de la lutte contre la maladie. Avec ABC, un programme de prévention basé sur l'abstinence, la fidélité et l'usage du préservatif, l'Ouganda a réussi à faire baisser considérablement le nombre de personnes contaminées chaque année, passant de 30% dans le milieu des années 80 à environ 6% aujourd'hui. Bon, ça fonctionne, hein? Très bien, absolument. C'est un cas unique en Afrique. C'est un cas unique en Afrique parce que il faut relever la particularité de ce phénomène, ce système. Je crois, je le résumerai en trois mots qui sont d'ailleurs le mot
expliqué, exploité par la Commission nationale sur le sida mise en place en Ouganda assez vite, au début des années 90. D'ailleurs, dirigée par un ancien archevêque de Kabale. La stratégie est toute simple, elle tient sur 3 mots, 3 concepts ou 3 attitudes. Première chose, l'abstinence. Deuxième chose, la fidélité. Et la troisième, vraiment en dernière mesure, le condom ou le préservatif. Parce qu'il faut bien rappeler que l'Église n'est pas contre absolument l'usage du préservatif. Tout à fait. Dans n'importe quelle circonstance. Dans certaines circonstances, elle dit qu'il faut mieux utiliser un préservatif. Exactement, tout à fait ça. Et il ne faut pas l'oublier. Donc derrière ce programme-là, il y a l'Église en Ouganda. Il y a l'Église en Ouganda, c'est pas pour rien que je dis, c'est mis en place par la Commission nationale sur le sida, dirigée par un évêque, mise en place par un archevêque, bon, avec l'appui du gouvernement bien sûr. Et c'était celle-là, c'est de dire que d'abord, le sida n'est pas seulement une question technique, comme le préservatif l'est. C'est d'abord une question d'attitude, de mentalité, de comportement. Et c'est d'éduquer à ça. Et le travail qui a été fait, le résultat est donc maintenant bien visible, c'est ce travail éducatif qui a été mis en place. Abstinence, c'est concrètement des messages, des informations, de reculer l'âge du premier rapport sexuel. Le nombre de partenaires. Le nombre de partenaires, de 15 à, l'âge légal de 15 à 19 ans. Le temps de pour un jeune de maturer, de comprendre ce que c'est qu'un la c'est à sexualité. contre-courant de ce qu'on entend en Occident souvent. Hein. Complètement. Et parfois, en tant qu'Africain, je ne comprends pas les polémiques qui émergent lorsqu'on parle récemment sur le préservatif. Tout à fait, oui. Je ne comprends pas très bien. Je pense que c'est très réducteur de limiter tout au préservatif et de ne pas assurer derrière tout ce qui est éducation comportementale, éducation vis-à-vis de la sexualité, de son propre corps, du corps de l'autre, et comment gérer ça en adulte. Et je pense que c'est ce travail qui a été exécuté par cette commission qui fait qu'effectivement, on en a les résultats très très probables. Mais effectivement, ça contre-courant par rapport à la tendance. L'émission arrive bientôt à sa fin, ça va très vite. Quelques mots sur l'action sociale de l'Église en dehors de cette question du sida, les hôpitaux, les écoles, comment ça se passe en Ouganda? L'Église est restée toujours très très active. Voilà, très active. Je pense que c'est un des points forts des églises africaines, des églises Grand Lac, très orientées, très fortes dans la dimension sociale, prise en compte en tout cas. Parce que pour la plupart des cas, les structures publiques ne fonctionnent pas et l'Église prend le relais. Avec de nombreuses vocations en plus. De nombreuses vocations en plus. Donc les séminaires sont pleins, ça c'est important à dire. Absolument, et qui assurent... À Kampala, on est obligé de refuser certains séminaristes. Tout à fait. Et ce qui fait que, bon, on a tendance à croire que ces jeunes qui viennent au séminaire rechercheraient une promotion sociale. Mais je pense que réellement, il y a une démarche qui est derrière, qu'il faudrait bien accompagner, démarche de foi, qu'il faudrait bien accompagner et à laquelle il faut être très attentif. Avec un séminaire à Kampala des vocations tardives. Absolument, parce que ça existe et que de plus en plus de jeunes qui ont travaillé, qui ont vécu, sentent l'appel. Et je crois que c'est une bonne initiative de le mettre en place, ces séminaires qui permet d'engranger de l'expérience de personnes qui sont mûres, entre guillemets. Un mot sur la présence des évangéliques et des pentecôtistes en Afrique et en Ouganda particulièrement. Quelle est l'ampleur de cette présence? Est-ce que ça pose problème à l'Église catholique? Je crois que ça ne pose pas problème tant que c'est des chrétiens, tant que c'est des pratiquants. Non, ça pose pas problème. Mais là où ça pose problème à mon avis, c'est que d'une part c'est un phénomène qui est devenu un peu inquiétant, dans la mesure où derrière ces églises, il y a beaucoup de business et aussi de l'action politique plus ou moins cachée derrière, mais surtout ce qui est très important, en particulier sur les questions de lutte contre le sida, une sorte d'extrémisme qui s'est mise en place, où par exemple des pasteurs de ces églises vont vous dire
bon, tout ce qui est mis en place comme stratégie de lutte contre le sida, ça ne marche pas très bien. Venez à l'église, je suis le guérisseur. Oui. Alors, guérisseur, sauce céleri, il n'y a pas du tout gain, à fait. tout ça est mêlé. Hein. Tout est mêlé et ça gâche un peu le travail qui est réalisé. Bon, c'est un phénomène qui peut être inquiétant à mon avis. Merci Cyril Musila. Il nous reste juste quelques secondes. Peut-être il y a aussi 12% de musulmans en Ouganda. Oui, 12% ça se passe bien entre les chrétiens et musulmans? Ça se passe très bien. Je pense qu'il y a une bonne entente et une bonne coopération, une bonne collaboration entre les 2 ou 3 grandes religions, parce qu'il y a aussi des religions traditionnelles donc qui existent, qui sont présentes. Et ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, en tout cas il n'y a pas de conflit religieux. Très bien, c'est déjà ça. Tout à fait. Merci Cyril Musila, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur à l'IFRI. Et puis Cyril, vous avez lancé un observatoire de reconstruction post-conflit dans les Grands Lacs. Rendez-vous sur ce site internet dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. C'est une initiative passionnante. Et puis autre initiative passionnante, on en parlait concernant le drame des enfants soldats. Vous avez mis en place l'association ECI qui s'occupe de la réinsertion des enfants soldats. L'adresse du site internet s'affiche également sur vos écrans. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.